Bonjour, je m'appelle John Scott. On a peine à imaginer des milliers de chevaux sauvages parcourant les plaines américaines. Pourtant, c'est ce qu'on aurait pu voir il y a moins de 200 ans. En fait, il y a plusieurs milliers d'années, tous les chevaux étaient sauvages. Ils n'étaient qu'une espèce de grands herbivores parmi d'autres que les humains chassaient pour se nourrir. Aujourd'hui, nous allons suivre le cheval sauvage à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Nous avons presque tous une tendresse particulière pour les chevaux sauvages. C'est peut-être parce que notre propre liberté dépend de la survie des animaux sauvages. Même s'il nous est rarement donné de les voir, c'est peut-être aussi parce que le cheval est l'un des meilleurs amis de l'homme depuis longtemps et nous aimons le voir en liberté. Cette fascination est l'un des thèmes du film Les Désaxés, tourné par John Huston en 1961. Clark Gable joue un chasseur de chevaux sauvages. Ce personnage exprime une grande tristesse. Toute sa vie, il s'est battu pour conserver sa liberté, mais il a vieilli et le monde se resserre sur lui, lui arrachant son bien le plus précieux. Il ressemble en fait aux chevaux qu'il poursuit, et en les capturant, c'est un peu de sa propre liberté qu'il détruit. Dans notre monde actuel, le cheval sauvage ne peut rester libre, et même survivre qu'avec l'aide de l'homme. Linda Coates-Markle participe à cette action. Cette Canadienne, spécialiste des chevaux sauvages, travaille avec le ministère de l'Environnement des États-Unis. Nous l'avons accompagnée dans la réserve Tsutina, en Alberta du Sud, voir un troupeau de chevaux sauvages. Quand on découvre une zone comme celle-ci, on sait immédiatement que des chevaux y sont venus. Ils ont sans doute passé une soirée ici parce que c'est une zone bien abritée. On voit qu'ils sont restés debout au lieu de s'allonger ou de se coucher. Ils ont surtout consacré leur temps à chercher de la nourriture. Ils repoussent la neige avec leurs pieds pour découvrir la vieille herbe qui est dessous. Elle contient peu de nutriments, mais ça leur permet de passer l'hiver. Ils sont peut-être allés au milieu des arbres aussi au début de la matinée, quand il fait très frais. On peut aller voir par là si on les aperçoit. Quand on imagine les chevaux sauvages, on en a une vision assez romantique. On pense à des étalons qui galopent crinière au vent, qui chahutent et tout ça. Mais en réalité, ils essaient surtout d'assurer leur propre survie. C'est le plus important pour eux. En fait, ils passent souvent 70 à 80% de leur temps à se nourrir. Ou bien encore à faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est-à-dire rester au soleil pour accumuler de la chaleur et augmenter leur température corporelle. Il y a une jument très enceinte qui semble être la jument de tête. L'étalon est ce magnifique bai pommelé. Il y a aussi un petit rouan là-bas. Ça fait un bel assortiment de couleurs. On voit beaucoup de rouans, de pies, d'alezans, de palomino, de pommelé, toutes les couleurs. Je parierais volontiers que leur population augmente considérablement chaque année. Toutes ces juments sont grosses. Bon sang, elles sont toutes enceintes. La proportion de chevaux pieds et de couleur claire me donne à penser qu'une partie au moins du troupeau descend de chevaux d'origine espagnole. D'ailleurs, c'est tout à fait possible. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, les chevaux espagnols sont montés jusqu'ici. Au Canada, il n'existe aucune loi pour protéger les chevaux sauvages. En revanche, aux États-Unis, la multiplication des actions individuelles a conduit le gouvernement à mettre en place une législation en 1971. L'une des mesures les plus importantes de ces 25 dernières années a été la loi sur les chevaux et les ânes sauvages, votée en 1971. Cette loi dit que nous sommes responsables de ces animaux. Elle rappelle aussi qu'ils ont joué un rôle capital dans l'histoire et dans le développement du continent nord-américain. Aux États-Unis, il existe maintenant un programme officiel, avec un budget de 16 à 18 millions de dollars.
Il consiste essentiellement à maintenir un équilibre entre les chevaux et leur environnement, où vivent aussi d'autres animaux sauvages. C'est un programme ambitieux, financé en majeure partie par les impôts. Linda Coates Markle a découvert les chevaux sauvages dans la région du col Montgomery, dans le Nevada. Quand j'ai commencé à observer les chevaux sauvages, j'ai été très impressionnée de voir à quel point les troupeaux étaient structurés sur le plan social. Je savais déjà qu'il y avait des rapports de hiérarchie, même dans les groupes de chevaux domestiques, mais je ne m'étais jamais rendu compte que la survie et la santé des populations de chevaux sauvages dépendaient de ces structures sociales. Ce qui m'a le plus surprise au début, c'est la capacité d'adaptation des chevaux. Ils perçoivent certaines pressions qui influent sur leur survie et ils s'adaptent à ces pressions. Les recherches effectuées ont établi que dans un troupeau type, il y a généralement un étalon dominant polygame et un certain nombre de juments et de jeunes. La taille du harem dépend uniquement de la capacité de l'étalon à garder près de lui les juments avec lesquels il s'accouple. Plus l'animal est dominant, agressif et sûr de lui, plus son troupeau est important. L'étalon dominant se reconnaît le plus souvent à des caractéristiques physiques. En revanche, pour la jument de tête, les distinctions sont plus subtiles. Il faut surtout observer la façon dont les autres juments lui manifestent leur respect. Par exemple, quand elle change d'activité, il ne faut que quelques secondes pour que toutes les autres se mettent à faire comme elle. Dans la région du col Montgomery, les chevaux ont surtout des problèmes avec les cougars. Et ils ont tout intérêt à pouvoir se reposer sur un animal dominant qui décide à leur place. Cela leur permet d'économiser leur énergie. En cas de danger, ils se contentent de calquer leur réaction sur celle du chef. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir pris la bonne décision. Mais la situation est différente pour les chevaux retournés à l'état sauvage avec lesquels j'ai aussi travaillé au cours de l'année passée. Après avoir travaillé avec les chevaux du Nevada que seuls les cougars menacent, Linda Coates Markle est allée étudier les mustangs espagnols des Pryor Mountains, qui sont mis en danger surtout par la consanguinité et par leur vie à l'écart des autres. L'année que j'ai passée avec les mustangs dans le Pryor Mountains m'a énormément appris. Comme toujours, je suis arrivée avec des idées préconçues. Je pensais que les chevaux retournés à l'état sauvage vivaient en bande stable et que la jument de tête avait un rôle prédominant. En fait, j'ai découvert que le type d'organisation sociale que je connaissais ne s'appliquait pas vraiment à eux. Il y a bien des groupes familiaux, mais il se produit beaucoup d'échanges. Les étalons vont et viennent d'un groupe de femelles à l'autre. Les juments changent assez souvent de groupe, elles aussi. Et les jeunes ont tendance à se mettre sur les rangs de la reproduction bien plus tôt, parfois même à 1 an. Tous ces changements volontaires ont sans doute pour fonction de combattre les dangers de la consanguinité. Au cours de notre visite dans la réserve Tsutina au Canada, Linda nous a parlé du sevrage des poulains sauvages. C'est l'une des grandes différences entre les populations sauvages et les animaux domestiqués. Chez les chevaux sauvages, il n'est pas rare que les poulains soient allaités par leur mère pendant plus d'1 an, parfois jusqu'à presque 2 ans. Dans les écuries, on sèvre généralement les petits vers 6 ou 8 mois. Mais des études ont démontré que quand les poulains restent longtemps auprès de leur mère ou de leur nourrice, ils se défendent mieux et ils ont plus confiance en eux, ce qui leur permet plus tard d'accéder à un rang plus élevé dans le troupeau. Au fil des générations, l'aspect physique des chevaux évolue, que ce soit la couleur de leur robe ou leur façon de courir. Les chevaux des Pryor Mountains sont différents des autres, plus petits. Il faut environ 1,40 m au garrot. Leur phénotype, leur couleur et leur ossature ressemblent beaucoup à ceux des premiers chevaux de type espagnol.
On voit l'impact de la sélection naturelle en ceci que les couleurs deviennent homogènes. Le brun foncé, les motifs primitifs disparaissent en faveur de la robe beige avec la crinière et la queue noire, et avec des rayures noires sur le dos et les jambes. Parce que les chevaux ont longtemps été des proies de choix, il est important pour eux d'avoir des grands yeux qui leur confèrent une vision périphérique à environ 345 degrés. Et c'est le cas chez les chevaux des Pryors. En fait, les chevaux n'ont pas une très bonne vision binoculaire en général. Ils voient avec un œil ou l'autre, mais jamais avec les deux à la fois. Il leur manque donc une bonne perception de la profondeur. Mais si le nez est plus allongé et que les yeux sont écartés, on augmente la zone de perception de la profondeur. Et quand on vit dans un environnement plein de falaises, d'éboulis et de rochers, il vaut mieux avoir une bonne perception de la profondeur. Par ailleurs, quand on parcourt sans cesse des terrains accidentés, il ne vaut mieux pas se déplacer au ras du sol. Les chevaux des Pryors se déplacent avec des mouvements de jarrets et de genoux très prononcés. Cette allure leur permet de passer au-dessus des obstacles. La nature et les hommes n'ont pas le même sens de l'esthétique. Contrairement aux chevaux domestiques, les chevaux sauvages ont généralement une épaule très droite, un dos court et fort et une allure plutôt courte et hachée. Ces caractéristiques n'en font pas des montures très confortables, mais la sélection naturelle ne fabrique pas que des chevaux de selle. Ici, il s'agit surtout de survivre dans un environnement relativement hostile. L'ancêtre du cheval était un petit animal que nous aurions du mal à reconnaître. Il y a 50 à 70 millions d'années, l'Éohippus, le cheval du début des âges, vivait au cœur du continent nord-américain. Il était si petit que son crâne pourrait tenir dans la main. Au cours des millions d'années qui suivirent, le cheval grandit, ses dents s'élargirent et s'aplatirent pour mieux broyer les herbes. 3 de ses orteils ondulés remontèrent pour former l'ergot. Le 4e orteil devint un sabot assez large pour supporter le poids de l'animal. 60 millions d'années après l'Éohippus, apparut l'Equus caballus. Un jour, les chevaux disparurent totalement d'Amérique du Nord, mais à cette époque, ils avaient déjà atteint l'Asie. Ces grands voyageurs se rendirent en effet dans tous les continents qui étaient alors reliés par les terres à l'Amérique. Il y a 15 000 ans, les habitants de ce qui est maintenant le sud de l'Europe dessinaient sur les murs de leurs cavernes les chevaux qu'ils chassaient pour se nourrir. Il fallut encore plusieurs milliers d'années pour que les hommes apprennent à apprivoiser les chevaux. Mais quand ils surent enfin monter à dos de cheval, cela changea la face de l'histoire. L'homme se déplaçait désormais à la vitesse du cheval. Peu d'animaux pouvaient battre à la course un chasseur sur son cheval. Quant aux fantassins, ils étaient bien peu de choses devant une armée de cavaliers. Quand les Espagnols commencèrent à coloniser les Amériques, ils emmenèrent le cheval avec eux. À son second voyage en 1493, Christophe Colomb avait dans ses bagages un groupe de 15 étalons et 10 juments. Un siècle plus tard, des chevaux espagnols échappés ou volés s'étaient répandus en Amérique du Sud, au Mexique et en Amérique du Nord. Au cours des siècles suivants, le nombre de chevaux retournant à l'état sauvage se multiplia. On pense que vers le milieu du XIXe siècle, il y en avait entre 3 et 5 millions dans les grandes plaines et la région centrale du Grand Bassin. Le cheval sauvage était de retour en Amérique. Actuellement, il y a environ 40 000 chevaux sauvages aux États-Unis, essentiellement dans les 10 États de l'Ouest. Au Canada, on en trouve sur l'île du Sable, à l'est, dans bon nombre de réserves indiennes et dans les zones forestières. Mais à cause du manque d'engagement de l'État, il est impossible de les dénombrer précisément. On pense qu'ils sont quelques milliers. On doit faire une distinction entre les chevaux sauvages et ceux qui sont retournés à l'état sauvage.
Les ancêtres de ces derniers avaient été domestiqués, puis ils se sont échappés et sont retournés à la nature. C'est le cas des fameux Mustangs espagnols des Amériques. Un véritable cheval sauvage, c'est un cheval qui n'a jamais été domestiqué à aucun moment de son histoire. Si l'on s'en tient à cette définition, le cheval de Przewalski est l'un des plus sauvages du monde. Il porte le nom de l'explorateur militaire russe qui importa quelques spécimens de Mongolie vers la Russie en 1879. Rick Wenman s'occupe des chevaux de Przewalski au centre de protection du zoo de Calgary. On pense qu'il y avait probablement des troupeaux immenses de cette espèce à une époque. Il s'agissait des tout premiers chevaux sauvages dont tous les autres sont issus. Mais à l'époque de Przewalski, il n'en restait sans doute déjà plus beaucoup, certainement moins d'un millier. Quand Przewalski les a vus la première fois, il a dû en voir une vingtaine. Et leur comportement était probablement le même qu'aujourd'hui. Ils couraient, ils ruaient et ils se mordaient les uns les autres. Une vraie bande de chamailleurs. Quand on compare le cheval de Przewalski aux peintures rupestres trouvées en France, la ressemblance est frappante. Même queue et crinière noires, même cou large et corps trapu. Il semblerait bien que ces chevaux préhistoriques et notre Przewalski soient le même animal. S'ils n'ont pas changé au cours des siècles, c'est surtout parce qu'il est pratiquement impossible de les monter à cause de leur carrure. Et si on ne peut pas les monter, inutile de les domestiquer. Les gens ne se sont donc même pas donné la peine d'essayer. Les Przewalski ont progressivement été repoussés de plus en plus loin, jusque dans des régions très reculées où il y avait peu d'êtres humains. C'est ce qui leur a permis de survivre. Les chevaux de Przewalski ont un caractère très spécial. Ils sont sans cesse agressifs les uns avec les autres. En général, les chevaux domestiques s'entendent plutôt bien, mais eux, ils n'arrêtent pas de se battre pour la suprématie dans le troupeau. À la fin du 19e siècle, on a commencé à les capturer pour les emmener dans les zoos d'Europe et d'Amérique du Nord. En 1945, il n'en restait que 31 en captivité. Cependant, grâce à un travail consciencieux, on a réussi à en faire remonter le nombre à 70 en 1959, puis à plusieurs centaines en 1980. Les efforts effectués pour sauver le cheval de Przewalski continuent avec succès dans des zoos tels que celui de Calgary. Un de nos chevaux, Orliza, celle qui était derrière nous tout à l'heure, est une descendante directe du dernier cheval rapporté de Mongolie en 1946. Il est assez ironique de penser que la seule façon de sauver un cheval sauvage, c'est de le mettre en captivité. Mais nous savons que si nous les laissons paître de façon naturelle dans des prairies naturelles, ils n'ont pas vraiment besoin de soins. En fait, avec le projet Longview, dans lequel on les mettait en semi-liberté, on a découvert qu'ils n'avaient pas non plus besoin de nous pour leurs sabots. Nous pensions qu'en les laissant dans la nature, les sabots pousseraient trop. Mais en fait, quand le sol gèle, ils se cassent tout seuls, presque comme si un maréchal ferrant les avait taillés. Avant de retourner au Montana, Linda Coates-Markle a rendu visite à Rick Wenman et ses chevaux de Przewalski, dont elle ne savait rien, sinon ce que les livres lui en avaient dit. Quelle est la proportion de mâles et de femelles dans le groupe? Nous avons un mâle pour 12 femelles. Quel vénard! J'ai lu qu'ils tiennent des comptes très sérieux sur les effectifs de l'écurie pour la reproduction et qu'ils vous disent quel reproducteur utiliser et selon quelle lignée, c'est ça? Exactement, toutes les décisions sont prises par la commission du registre d'écurie. Ils nous disent quels chevaux vont être utilisés pour la reproduction et quand. Nous n'avons pas de reproduction prévue pour cette année, ni pour l'année prochaine. Espérons que d'ici un an ou deux, nous pourrons avoir un autre étalon et recommencer une série de poulinages. Est-ce que vous avez remarqué que dans un enclos de ce type, où ils sont assez près les uns des autres, leur taux d'agressivité augmente? Ou bien est-ce juste une attitude normale de leur part? Ils sont agressifs naturellement.
Mais bien sûr, plus ils ont d'espace, plus ils sont contents. Plus l'enclos est grand, plus cela leur donne la possibilité de trouver leur nourriture de façon naturelle, et c'est certain que ça adoucit un peu les mœurs. Ça diminue les comportements agressifs. Ils sont très beaux quand même, avec cette conformation classique. Si on veut être réaliste, un cheval sauvage ne recherche que sa propre survie et celle de son groupe familial. Le désir de garder de tels animaux dans la nature correspond beaucoup plus à un besoin humain. Est-ce qu'on ne veut que des chevaux qui se laissent monter, qui soient capables de tirer un chariot? Je ne crois pas. Je crois que c'est un animal qui exerce une certaine fascination. Tout animal capable de survivre malgré l'ingérence humaine mérite notre admiration. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles ils sont si prolifiques, c'est qu'ils ne gâchent pas leur énergie pour des choses triviales. Ils vont à l'essentiel, et l'essentiel pour eux, c'est de manger pour survivre et de se reproduire pour perpétuer l'espèce. On pourrait penser que c'est un mode de vie plutôt simpliste, mais cela implique qu'ils doivent gérer beaucoup de facteurs très complexes, parmi lesquels la présence de l'homme. Ce soir, quelque part dans les montagnes, un étalon sauvage et sa jument de tête conduisent leur famille vers un lieu sûr pour la nuit. Vigilants et à l'affût, ils les protégeront jusqu'au lever du soleil. Pendant ce temps, des millions de gens de par le monde rêveront à des crinières au vent et à des cavalcades effrénées. Le travail du cheval sauvage, c'est d'assurer sa propre survie. Espérons que le monde sera toujours assez grand pour le lui permettre. Bonjour, je suis John Scott.
Dans cette série, nous avons pu voir des chevaux destinés au monde du sport ou du spectacle. Mais les chevaux d'aujourd'hui sont des travailleurs. Pour faire son travail, un cheval de ranch ne doit pas seulement être rapide ou agile. Il lui faut de l'endurance pour suivre le bétail toute la journée et de la puissance pour faire face à des bestiaux d'une tonne. Mais surtout, le cheval de ranch doit posséder cette qualité que nous appelons le sens du bétail. Au pays du bétail, l'homme n'a pas de meilleur ami ou d'aide plus efficace qu'un bon cheval de ranch. Nous avons un dicton dans ce pays. Nos années comportent 10 mois d'hiver et 2 mois de dur labeur. Ici, les hivers sont longs. C'est une époque où les propriétaires de ranch et les cow-boys, mais aussi les chevaux et le bétail, essayent de rester au chaud pour ne pas s'étioler avant le printemps. Le printemps est le début de l'année pour le propriétaire de ranch. Cependant, il faut encore parfois sauver un veau pris au piège dans une congère, tandis que le blizzard fait rage. Le temps passe. Il faut alors rassembler les bêtes pour les marquer au fer. Dans les grands ranchs, le travail qui s'effectue du printemps à l'automne n'a pas beaucoup changé en un siècle. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la dépendance du cow-boy vis-à-vis de son cheval. Pour rassembler le bétail, garder la corde tendue sur les jarrets du veau ou attraper au lasso une bête malade, rien ne vaut un bon cheval de ranch. Ce travail ne peut pas être effectué par n'importe quel animal. Le cheval de ranch est issu d'une longue lignée et d'une sélection précise, comme le cheval de course. L'instinct qui lui dicte de rassembler le troupeau est essentiel. Nous l'appelons le sens du bétail, et c'est le fondement même de la race. Parmi les meilleurs chevaux de ranch, on trouve ceux de la famille Hanson à Airdrie dans l'État d'Alberta. Les Hanson font un élevage de pur sang Hereford et Red Angus de très bonne qualité. Le plus exceptionnel dans cette famille, c'est que 4 générations de Hanson travaillent ensemble au ranch. Gene Hanson a créé le ranch. Toujours en pleine forme, il est maintenant octogénaire. Le fils de Gene, Ron, appartient à la génération suivante, puis viennent le fils de Ron, Wayne, et sa fille, Debbie. J'ai rendu visite aux Hanson chez eux pour les aider dans leur travail d'automne. Les arrière-petits-enfants de Gene, garçons et filles, participent activement à la vie du ranch. À notre époque, ce spectacle familial est devenu très rare. Gene Hanson a travaillé sur le ranch presque toute sa vie. Il nous parle de ses chevaux. Nous avons toujours eu de bons chevaux. Au début, ce n'était pas de purs quarter horses. C'était avant que la race ne voie le jour officiellement, en 1941. Quand j'étais petit, j'allais à l'école à cheval dès la primaire. Ron, lui, a commencé à monter à 3 ans. Et Wayne, je crois qu'il avait 3 ans aussi. Et ce n'était pas simplement pour partir en balade, il venait nous aider. Pendant que nous travaillons, j'ai pu voir que chez les Hanson, les enfants continuent d'apprendre à monter très tôt. Ici, Jeff. Ici. Gene possède un autre assistant, son chien vacher, Jeff. Un bon chien vacher vaut 10 cow-boys. OK, Jeff. OK, Jeff. Vas-y. Plus loin. Down. Couché. Come by. Avance, Jeff. Down. Couché.
Nous avons rentré le bétail, nous l'avons trié, puis nous sommes allés prendre un café. Lorsque les cow-boys se retrouvent, ils parlent généralement de bétail ou de chevaux. Ce jour-là, les Hanson m'ont parlé des lignées de quarter horses qu'ils élèvent depuis si longtemps. Est-ce que vous avez élevé vos chevaux à partir d'une lignée particulière? D'où viennent-ils? En fait, ils viennent de chez Souter, à Dutchess. Nous lui avons acheté 25 têtes ces 25 dernières années. Ce sont de bons chevaux qui ont le sens du bétail. Ils proviennent principalement des juments de Joe Douglas, nés de King Leobar. Et le dernier lot que nous avons acquis est issu de leur Blondie Stud Jacket. Ce sont tous de bons chevaux. De bons chevaux à bétail. Ils ont de bonnes jambes, de bons pieds. Oui, c'est important chez un cheval de ranch. Et aussi qu'ils aient une tête solide. Il faut choisir ceux qui ont un œil intelligent. Une fois qu'ils ont été débourrés, ils savent ce que l'on attend d'eux. On le sent à travers les rênes et les jambes. Lorsque les Hanson parlent de King Leobar et des juments de Joe Douglas, ils parlent le jargon de leur métier. Au moyen d'une sélection précise, on peut préserver les qualités d'un cheval de ranch. Bien entraîné et bien élevé, le cheval de ranch peut à son tour éduquer son cavalier, et même le bétail. C'est ce que nous voulons chez les chevaux que nous élevons aujourd'hui. Ils doivent être de bons chevaux de selle, avec de bons pieds et un sens du bétail, afin de récupérer une bête qui s'éloigne. Le cheval de Travis en sait 10 fois plus que Travis à l'heure actuelle, ce qui permet à Travis d'apprendre beaucoup. Un cheval comme ça est un bon professeur pour un jeune cavalier, ça ne fait aucun doute. Je dirais qu'un ranch sans chevaux, c'est comme un sandwich sans pain. On ne rassemble jamais le bétail sans les chevaux. Nous travaillons en douceur avec les bêtes. Notre objectif, c'est d'obtenir une bonne performance. Nous dépensons beaucoup d'argent pour améliorer la qualité du bétail. Chaque fois qu'une vache est stressée, nous perdons un peu d'argent. Le bétail que nous vendons arrive chez des éleveurs qui doivent le manier. Notre métier consiste à entraîner ces bêtes lorsqu'elles sont jeunes, de façon à ce qu'elles fassent ce que nous attendons d'elles et qu'elles répondent sans difficulté à nos injonctions. Si on les manie correctement, dès qu'on cesse de les pousser, elles s'arrêtent et restent en place. Les chevaux qui s'emballent ne font pas de bons chevaux de ranch. On reconnaît les pur sang au fait qu'ils galopent, qu'ils s'excitent et qu'ils ne pensent qu'à courir. Un cheval de ranch doit être tout aussi athlétique et rapide, mais on doit pouvoir le ralentir, l'arrêter, en descendre et lâcher les rênes sans qu'il reparte. Il doit rester calme, comme si de rien n'était. Et c'est ce qui le rend différent de tous les autres types de chevaux. Alors que je me trouvais avec tous les Hanson réunis, je leur ai demandé comment la tradition du travail au ranch passait ainsi de génération en génération. Ron, avez-vous toujours eu l'intention de reprendre le ranch de votre père? Oui, j'ai su avant même d'aller à l'école que je reprendrais le ranch. Et je n'ai jamais changé d'avis. C'est formidable. Et ensuite, vous avez encouragé Wayne à suivre vos traces, à reprendre le flambeau. Je suppose que oui, sans doute plus que je ne l'imaginais. Lorsqu'il a fini ses études, je l'ai poussé à essayer autre chose pendant 2 ou 3 ans. Je lui ai dit que je pouvais lui enseigner l'élevage de bétail, mais qu'il devrait peut-être aller voir ailleurs. Il n'a pas voulu. Il a passé 2 mois en Australie et tout ce qu'il a fait, c'est visiter des ranchs là-bas. Dès mon plus jeune âge, j'ai su ce que je voulais faire. Et je trouve que j'ai vraiment de la chance de vivre ici avec grand-père, papa, les enfants et tout le monde, tous au même endroit. L'élevage de bétail, c'est vraiment quelque chose de spécial. L'histoire du cheval de ranch est plus ancienne qu'on ne le croit. Les chevaux et les vaches ont été importés en Amérique du Nord par Christophe Colomb lors de ses premières expéditions. Rapidement, le cheval espagnol devient le Mustang,
un animal vivant à l'état sauvage dans toute l'Amérique. Puis les Mexicains, les Indiens et les Texans attrapent et dressent les Mustangs afin de les monter. C'est l'époque du Wild West. L'élevage s'étend alors au nord du Mexique, en Californie et au Texas. Ensuite, il gagne les États du Nord pour finalement atteindre le Canada. Pendant ce temps, le style et l'élevage du cheval de ranch changent de nombreuses fois. Les pur-sangs, comme les chevaux anglais ou arabes, et même les races plus lourdes, sont croisés avec le Mustang. Les cow-boys cherchaient un cheval qui conserverait la résistance et la solidité du Mustang, mais serait plus rapide, plus athlétique et plus grand. Voici le cheval dont nous parlons. Le Quarter Horse, en partie pur sang, en partie bien autre chose. Mais la race est devenue officielle en 1941. Les meilleurs Quarter Horses deviennent souvent des chevaux de tri de bétail professionnels, mais un bon cheval de ranch possède les mêmes qualités. Lorsqu'on regarde un Quarter Horse de profil, on peut noter que son arrière-main est puissant et musclé. C'est de là que lui vient sa vitesse. Aux origines de la race, les éleveurs cherchaient plutôt ce qu'ils appelaient le type bulldog, un cheval plus épais et court sur jambes. Ensuite, à partir des années 1950, la race est devenue plus élégante, avec un aspect de pur sang. Elle avait peut-être un peu moins de muscles, mais des jambes plus longues. La hauteur idéale pour un Quarter Horse dépend de la taille du cavalier. Je choisis généralement des chevaux entre 1,52 m et 1,62 m. Je préfère qu'ils aient une grande cage thoracique, profonde, d'ici à là. C'est un signe qu'ils ont beaucoup de souffle et qu'ils se fatiguent moins vite. Les os des jambes doivent être robustes. C'est ce qu'on appelle de bons os. Ici, en bas, je recherche un canon court et solide. On dit ici que sans pied, il n'y a pas de cheval. Les éleveurs évitent généralement les chevaux aux pieds blancs. Ils préfèrent les pieds noirs, larges et sans fêlure. Le pâturon, cette partie entre le sabot et le boulet, doit avoir un angle approprié. S'il est trop plié, ça veut dire, souvent, que le cheval est fragile. De nombreux éleveurs vous diront qu'ils regardent les yeux des chevaux de ranch. Ils doivent en effet avoir de grands yeux éveillés, car leur travail nécessite non seulement du calme, mais aussi de l'intelligence. On pourrait en dire bien plus, mais voilà en gros ce qui fait un bon cheval de ranch. L'été est une époque relativement calme sur un ranch. Le bétail est en pâture. On va parfois le voir pour vérifier que tout va bien et pour lui donner du sel. À l'automne, le travail devient beaucoup plus intense. Peu après ma visite chez les Hansen, j'ai dû moi aussi rassembler mon bétail et le faire descendre des pâturages pour sevrer les veaux. Je m'étais entouré d'une bonne équipe, notamment Gene et Wayne Hansen, Debbie, la sœur de Wayne, Travis, le fils de Wayne, et Colby, le fils de Debbie. Le temps était clément et nous avions beaucoup de travail. Mes pâturages se trouvent dans les collines. Après un été passé en liberté, le bétail est souvent éparpillé et un peu sauvage. Ces chevaux et ces cavaliers expérimentés allaient m'aider à faire descendre le bétail sans le traumatiser. Sean et Rocky, vous allez jusqu'à la boîte à sel de McPherson, là-bas. Puis l'un de vous ira vers la droite à partir de l'entrepôt. Gene, Colby, Debbie et moi allons passer le col et nous pousserons le bétail vers vous. Nous vous retrouverons sur le chemin pour redescendre. On part par ici, Gene.
Tu as vu ce groupe, Wayne? Maintenant, on redescend. Le plus important dans un rassemblement, c'est de ne pas laisser de vaches ou de veaux derrière. Le bétail aime l'ombre des peupliers, alors il faut s'enfoncer dans les buissons pour les trouver. C'est ce qu'un bon cheval de ranch permet de faire. Pour les arrière-petits-enfants de Gene Hansen, ce rassemblement est une nouvelle occasion d'apprendre comment le bétail réagit et comment le cheval peut les aider. Ne va pas par là. Ne va pas par là. Il faut que tu laisses aux bêtes le temps de réfléchir. Regarde-les, elles avancent toutes seules. Dans un rassemblement, il faut trouver et réunir le bétail calmement. Cela signifie qu'il faut passer les collines au peigne fin, chercher dans les ravines, s'enfoncer dans les buissons et les fourrer. Aucun véhicule au monde, même un tout-terrain, ne peut exécuter cela aussi calmement qu'un cheval. Ce cheval, il peut rester en place autant de temps que tu le désires, tu sais. Mais il peut aussi partir à fond de train s'il le faut. Je pense qu'on va les entendre un peu plus maintenant, parce qu'elles savent qu'on avance. John, crois-moi, tu as vraiment de belles bêtes. J'ai demandé aux enfants ce qu'ils pensaient du cheval de leur arrière-grand-père. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a l'œil intelligent et qu'il va là où il faut. Je l'aime bien parce qu'il fait tout ce que grand-père lui demande de faire. J'aime bien sa tête, c'est tout. Tu aimes sa tête et c'est tout? D'accord. On entre dans la rivière tous ensemble. On y va. Il faut ouvrir cette barrière dans l'autre sens et faire revenir le bétail par ici. Quand on fait descendre le bétail des pâturages, on compte sur le calme des chevaux. Mais maintenant que le bétail est parqué, nous devons séparer les vaches des veaux. C'est là qu'il faut un bon cheval de tri, qui possède à la fois le sens du bétail et un bon jeu de jambes. Quand j'étais petit, mon grand-père avait des pur-sangs et je peux dire qu'ils n'avaient pas tous le sens du bétail. Ces bons quarter horses, ils regardent les vaches et ils pensent aux vaches. Certains chevaux ont du mal à allier les gestes à la pensée. Mais la plupart des chevaux de Souter se sont montrés vraiment efficaces. Fais attention à ces veaux dans le coin. Fais attention qu'ils ne sortent pas. Ne bouge pas, Colby. Ils vont se trier d'eux-mêmes.
Quand on a de bons chevaux et des assistants expérimentés, le travail est vite terminé. Bientôt, ces veaux seront vendus aux enchères. La plupart d'entre eux iront s'engraisser dans tout le pays. Je vais ensuite mettre mes vaches en pâturage d'hiver. Puis ce sera de nouveau l'époque des naissances et tout le cycle recommencera. C'est cela le travail d'élevage. Plusieurs sports populaires ont été créés autour du cheval de ranch. Le cutting, ou tri de bétail, est devenu un sport professionnel où le quarter horse se distingue. Monica, qui travaille dans mon ranch, est venue avec son père, Mac Blades, pour nous faire une démonstration d'un autre sport de ranch, la prise au lasso en équipe. L'objectif est d'attraper le bœuf par la tête et les pattes arrière aussi vite que possible, sans prendre de pénalité. L'équipe la plus rapide gagne. La prise au lasso est un sport très en vogue aujourd'hui. Depuis plus d'un siècle, la prise au lasso est le seul moyen de soigner les vaches, les taureaux et les bœufs en liberté. La vitesse, le courage, l'intelligence et la force du cheval de ranch entrent alors en jeu. Les femmes peuvent participer aux compétitions au même titre que les hommes. Et on peut concourir tant qu'on peut tenir à cheval et lancer le lasso. Quand je suis au ranch à travailler avec le bétail, je peux m'entraîner. Je suis assez expérimentée pour attraper un animal qui doit être soigné. J'aime la compétition. J'aime le sport et surtout la prise au lasso parce que mon cheval en profite aussi. Un bon cheval de prise au lasso doit être rapide et intelligent. On peut envoyer des hommes sur la Lune, mais quand on élève du bétail, aucune machine ne peut remplacer le cheval de ranch.